Depuis que je suis petit, le samouraï est une figure qui m'attire. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Sûrement parce qu'il incarne une sorte de chevalier asiatique. Je n'ai jamais été un grand fan d'histoire médiévale occidentale. Et pourtant, les guerriers du soleil levant m'ont toujours plu. C'est une figure suffisamment lointaine pour mobiliser en moi un imaginaire exotique, et en même temps assez proche pour que je puisse m'y identifier. Je ne suis pas le seul à ressentir cet attrait pour ces breuteurs sages et justes. Certains sont également attirés par leur code de l'honneur, le Bushido, littéralement la voie du guerrier. Récemment, après m'être laissé tenter par le visionnage de Yojimbo d'Akira Kurosawa, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances sur ces mythiques guerriers. Lorsque j'évoque le terme de samouraï, beaucoup d'images surgissent sans doute dans votre esprit. Les mêmes qui assaillaient jadis le mien et qui sont transmises à travers nombre de productions culturelles. Pourtant, lors de mes recherches, je me suis aperçu que cette représentation n'était pas tout à fait juste. Et je vous propose donc de découvrir qui étaient les vrais samouraïs et comment leur mythe s'est construit. Avant toute chose, j'ai cherché à savoir qui sont les samouraïs, d'où viennent-ils et quand sont-ils apparus. À la fin de l'Antiquité japonaise, entre le 8e et le 11e siècle, les empereurs du Japon ont cherché à imposer une corvée militaire à la paysannerie, en s'inspirant du modèle chinois. Malheureusement pour eux, cette initiative fut couronnée d'un franc échec. Les paysans pauvres, incapables de s'acquitter de cette charge, prirent la fuite et tombèrent pour beaucoup dans l'illégalité. En même temps, un système d'octroi de terre se développa et participa à faire émerger de grands domaines en province. Ces deux phénomènes conjoints poussèrent les notables locaux à chercher à se protéger de manière indépendante et à s'affirmer face à la perte de pouvoir de l'État central. Aux alentours du Xe siècle, un nouveau groupe social apparaît, les guerriers, ou bushi, qui se regroupent dans ce que l'on nomme des bushidan. Les premiers clans de guerriers sont issus de ces bushidan, tirant du prestige de leur lignage impérial, réel ou supposé. Le terme de samouraï est dérivé d'un ancien verbe japonais, saburafu, qui signifiait servir. Le samouraï est donc à l'origine un serviteur armé, mais le terme en tant que tel ne s'est cristallisé qu'à la période Edo, donc entre le XVIIe et le XIXe siècle. À l'époque médiévale, des dizaines d'autres mots servent à désigner ces guerriers. Au fil des décennies, certains clans guerriers s'enorgueillissent et cherchent à accroître leur pouvoir aux dépens de l'empereur. Taira no Masakado, considéré dans l'imaginaire populaire comme le premier samouraï, s'est ainsi proclamé nouvel empereur et a cherché à imposer une nouvelle hiérarchie. Trahi et décapité par un de ses cousins, son clan, les Taira, n'en demeure pas moins le clan dominant de la fin de cette ère, appelée l'ère Heian. Cette dernière se conclut en 1185 avec la guerre des Genpei, qui se conclut par la chute du clan Taira et l'ascension des Minamoto, qui établirent dans leur sillage un nouveau régime politique aux mains des guerriers, vassaux d'un chef suprême, le shogun. Très bien, l'émergence des samouraïs nous paraît donc un peu plus claire. À partir de 1185, ce sont eux qui dirigent le pays, cependant ils ne sont pas bien vus pour autant. Dans le Heike Monogatari, ou le Dide Heike, une sorte d'Iliade japonaise qui retrace l'histoire de la guerre des Genpei, les bushi sont fréquemment assimilés à des barbares. Ce document est une sorte de patchwork où s'entremêlent plusieurs récits où l'on retrouve des passages de nature totalement différentes. Mais si on s'appuie sur les récits les plus anciens, les samouraïs sont désignés de manière péjorative. Et pour cause, ces guerriers ne partagent pas la culture légitime de la cour impériale. Pour les aristocrates, ces combattants vivant en province ne comprennent rien à la culture littéraire ou musicale. Pire encore, selon les croyances shinto, le sang et la mort sont considérés comme des impuretés. Les côtoyer, c'est en être souillé. Les guerriers ne valent donc pas mieux que des saltimbanques. Évidemment, tout n'est pas aussi monolithique, et certains guerriers sont loués puisqu'ils restent nécessaires à l'aristocratie. Il n'empêche que les guerriers se voyaient eux-mêmes comme des bêtes. Qu'on les appelle chiens et bêtes importe peu. Pour les guerriers, la victoire est la seule chose qui compte. Et les massacres de civils furent donc nombreux et courants, au point où les guerriers étaient loués lorsqu'ils ne s'y abandonnaient pas. À partir de la fin du XIIe siècle, avec l'instauration du shogunat, les valeurs de la classe combattante sont peu à peu promues, et le chemin fut très long avant que cette culture guerrière, véritable contre-culture de l'époque, ne devienne véritablement respectable. Et si les Ashikaga s'élèvent en mécènes et promoteurs du théâtre No, le théâtre classique japonais, il faut attendre la fin de la période médiévale, et donc le shogunat Tokugawa, pour que la fusion entre élite militaire et culturelle se fasse véritablement. D'accord, il a fallu un bon moment pour que les guerriers acquièrent une légitimité. Mais il est désormais temps de s'attaquer à un des plus gros mythes lorsque l'on parle des samouraïs, la loyauté et le sens de l'honneur. Si j'ai dit que la guerre des Genpei se conclut avec la victoire du clan Minamoto, il ne faut pas non plus croire que ce dernier est un bloc uni.
Au contraire, la guerre civile fut menée par deux frères, Yoritomo et Yoshitsune, qui, une fois l'ennemi Taira vaincu, ont commencé à se retourner l'un contre l'autre. En effet, Yoritomo, dans l'ombre des victoires militaires de son frère, décide de le faire tuer avant de fonder son propre shogunat. Comme le montre cet exemple fondateur, les guerriers japonais étaient avant tout guidés par la recherche de renommée, d'une situation plus avantageuse. Pour ce faire, tous les coups étaient permis. La tromperie, la ruse, la trahison sont autant de manières de réussir à vaincre son adversaire, car c'est la victoire seule qui mène à la gloire. C'est particulièrement à la fin de la période médiévale, à l'époque Sengoku, que cela transparaît le plus. Ce siècle se caractérise par le Gekokujo. Autrement dit, ceux d'en bas renversent ceux d'en haut. C'est une période intense de troubles et de conflits dans lequel nombre de grands seigneurs perdent leur place au profit de petits clans ou combattants. L'image tronquée que l'on a du samouraï va même jusque dans la manière dont on l'imagine se battre. Si le symbole du samouraï est bien entendu son sabre, en réalité, jusqu'au XVe siècle, l'attribut principal du samouraï est l'arc et le cheval. L'expression pour décrire la vie du guerrier n'était non pas le bushido, mais plutôt Kyoba no Michi, la voie de l'arc et du cheval. Ce n'est qu'à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle que le sabre et la lance remplacent les duels à cheval, en même temps que les armées deviennent de plus en plus nombreuses et donc organisées. Les guerriers, avant tout portés par leur pragmatisme, adoptèrent les armes à feu individuelles dès qu'elles purent leur procurer un avantage stratégique. La période Sengoku fut alors faste pour l'utilisation d'armes à feu. Si les armes à feu ont par la suite été minimisées, il ne faut pas y voir l'esprit traditionnel refusant la technologie, mais plutôt 2 siècles et demi de paix imposés par le régime Tokugawa qui s'accompagna d'une confiscation des armes. Et c'est justement à cette époque de paix que le sabre devint un symbole de statut social, car seuls les samouraïs pouvaient en détenir un. La dernière chose qui a particulièrement attiré mon attention au cours de mes recherches concerne la sexualité des samouraïs. En effet, les amours homosexuels entre deux guerriers étaient courants. Nombre de grands personnages, y compris des shoguns, entretenaient des relations sexuelles avec leurs vassaux. C'était une sorte d'éducation aux arts virils, en même temps qu'une manière de souder la loyauté et de transmettre les valeurs martiales. Si le supérieur hiérarchique était toujours le dominant, le vassal passif n'est en aucun cas dévirilisé. Au contraire, les textes regorgent de passages mettant en valeur leur vaillance et leur dévouement pour leur amant. Certains auteurs misogynes y accordaient plus de valeur qu'aux relations entre un homme et une femme, considérées comme moins viriles. Ces relations étaient tellement valorisées qu'elles étaient considérées comme un art à part entière. Ainsi, à côté du bushido, existait le bido, ou la voie de la beauté, ou le shudo, la voie de la jeunesse. Ces relations homosexuelles atteignent probablement leur apogée au cours du XVIIe siècle. Sous l'ère Edo, les samouraïs, cantonnés aux abords des villes, avaient pour habitude de coucher avec les acteurs de théâtre après les représentations. Bon, à ce stade, il me semble que le mythe du samouraï a largement été battu en brèche. Cependant, une question se dessine. D'où vient le mythe du samouraï ? Comment toutes nos idées préconçues sur eux se sont-elles construites ? Pour y répondre, continuons donc notre voyage dans l'histoire du Japon. Comme esquissé plus tôt, l'ère Sengoku se conclut avec la victoire du troisième unificateur, Tokugawa Ieyasu. Déplaçant sa capitale à Edo, l'actuel Tokyo, il impose la paix dans l'archipel, une paix qui durera 250 ans. Les différentes classes sociales sont alors strictement distinguées, et les guerriers sont réapatriés dans les villes la majorité de leur temps. Dans ce Japon unifié, la force et l'adresse au combat ne peuvent plus être utilisées pour légitimer sa place dans la hiérarchie sociale. Les guerriers ne pouvant plus se battre sont recrutés comme fonctionnaires et assurent des tâches comme la collecte d'impôts ou la police. C'est donc à cette période que l'imaginaire sur le samouraï commence à être mobilisé pour justifier cette position hiérarchique. À ce propos, le chercheur Olivier Ansart parle d'un tissu de mensonges et d'impostures continuellement alimenté pour se maintenir au pouvoir. À la longue, cette épée amas de mensonges est devenue une tradition inventée, c'est-à-dire une pratique jugée comme traditionnelle et ancienne, alors qu'elle n'est qu'une construction récente poussée par un régime en quête de légitimité. Dans la période Edo, la réflexion sur la voie du guerrier est double. D'un côté, certains appellent à l'abandon total de cette voie pour embrasser la voie du lettré, Shido, car c'est à cette période que la fusion entre les lettres et les armes advient. De l'autre côté, des auteurs comme celui du Hagakure, un livre témoin de la nostalgie de certains samouraïs pour une époque où on pouvait mourir avec honneur sur le champ de bataille, dans la loyauté la plus extrême. L'auteur du Hagakure idéalise évidemment un temps qu'il n'a pas connu, et
Et si ce livre a abondamment été lu au début du XXe siècle, lorsqu'il paraît 200 ans plus tôt, au début du XVIIIe siècle, il n'avait alors pas de lecteur en dehors du clan dominant de la province dans laquelle il a été écrit. Car si la majorité des samouraïs ont subi une déchéance lors de la période Edo, avec un chômage qui les a poussés pour nombre d'entre eux à renoncer à leur sabre, la majorité ont tenté d'oublier leur malheur à travers le divertissement. Et si vous étiez en train de vous dire que j'avais oublié de parler du seppuku, ou harakiri, le fameux suicide rituel japonais, eh bien c'est que ce dernier est également une mise en scène que l'on retrouve à la période Edo. Le condamné mimait avec une dague en bois le geste, et au moment où il le faisait, un assistant derrière lui avait pour mission de lui trancher le cou avec son sabre. Évidemment, dans ces conditions, dès le XVIIe siècle, les autres classes sociales commencent à critiquer les samouraïs. La critique tient tant à l'hypocrisie des vertus dont ils se drapent qu'à leur improductivité. En effet, la paysannerie voyait en eux des parasites, des bouches à nourrir qui n'apportent aucun bénéfice à la communauté, d'autant plus dans une période de paix. Dans des provinces comme Satsuma, la Sparte nippone, les samouraïs représentent 25% de la population, une perte considérable de bras. Au XIXe siècle, l'archipel nippon est en crise. La démographie a triplé, ce qui engendre des famines récurrentes, et les shoguns qui se succèdent sont incapables d'agir. En outre, la débâcle de la Chine face aux Européens inquiète les Japonais. Une inquiétude bien pressentie, puisque le Japon se voit contraint d'ouvrir son économie. Cette ouverture forcée aggrave la situation des habitants de l'archipel. En réaction, un courant de samouraïs contestataires du pouvoir shogunal se forme autour de l'empereur et s'unit autour du slogan « Révérer l'empereur, expulser les barbares ». Il s'appuie sur des lettrés qui voient dans l'empereur une divinité sacrée du Japon et son incarnation. C'est ici encore une fois une tradition inventée, qui permet de légitimer la prise de pouvoir de l'empereur. D'ailleurs, cette dernière est appelée Restauration Meiji, ce qui implique l'idée d'un retour à un ordre traditionnel, celui d'avant le shogunat. Mais comme le souligne Pierre-François Soury, l'utilisation du terme révolution serait plus pertinent au vu de la nature du nouveau régime. Évidemment, cette révolution ne se fait pas sans heurts, au contraire. Et par souci de temps, je vous propose de regarder cette vidéo si cela vous intéresse. Quoi qu'il en soit, la guerre civile s'achève par la victoire des partisans de l'empereur. Afin de lutter contre la mainmise des Occidentaux, les nouveaux hommes au pouvoir entreprennent de moderniser le pays, et cela implique de supprimer le statut de la classe combattante. Pour prendre un exemple, en 1872, un édit met fin au monopole de la violence en établissant la conscription. Désormais, tous les hommes japonais peuvent être appelés pour servir à l'armée. En l'espace d'une décennie, toute la classe des samouraïs disparaît. Tous leurs privilèges sont alors révoqués, comme celui de porter un sabre. Encore une fois, les intéressés ont beaucoup souffert de cette disgrâce, et nombre d'entre eux se sont alors révoltés contre ces mesures. Naturellement, durant cette période, l'imaginaire du samouraï ne fut pas vraiment mis à l'honneur. Au contraire, tous les personnages historiques s'étant battus pour les empereurs tout au long du Moyen-Âge furent portés au nu. Néanmoins, à l'entrée du nouveau siècle, les mémoires étaient un peu plus apaisées et les choses changèrent. En 1900, aux États-Unis, paraît Bushido, Soul of Japan, de Nitobe Inazo. Ce dernier est un agronome japonais qui vit aux États-Unis et qui s'est converti récemment. Lorsqu'il écrit son livre, il a pour ambition de montrer aux Occidentaux que le Japon a lui aussi connu une période médiévale dirigée par des chevaliers, portés par des valeurs morales qui imprègnent encore la société japonaise de son temps. Le livre est un immense succès en Occident. Pourtant, il faudra attendre 1908, 8 ans après, pour qu'il soit publié au Japon. Cependant, comme vous avez pu le comprendre, Nitobe n'a pas la moindre connaissance de l'histoire du concept de Bushido, jusqu'à présent presque jamais employé, et n'a en outre aucune ambition historique. Il se contente de comparer la culture japonaise à celle occidentale. Si l'ouvrage eut un succès dans le monde occidental, le concept de Bushido commença aussi à faire florès dans l'archipel nippon, tout comme les similitudes entre le Moyen-Âge japonais et celui européen. En effet, à la fin du XIXe siècle, le Japon s'impose comme une puissance impérialiste qui fait partie du concert des grandes nations. Les victoires militaires contre la Chine en 1895 et contre la Russie en 1905 le confirment. Afin de justifier leur nouvelle puissance militaire, les Japonais mobilisent la tradition guerrière dont ils sont issus, et voient dans le Bushido ancestral la force de leur armée. Dans la même veine, le discours établissant des similitudes avec l'Occident permettait de mettre en avant la singularité du Japon en Asie, et donc de légitimer sa position dominante. Nitobe Inazo était un fervent patriote, mais aussi un pacifiste convaincu, qui siège par la suite à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU.
Malgré lui, il a participé à populariser le terme de Bushido, qui fut abondamment utilisé pour promouvoir la militarisation, la conquête et la guerre. Les germes du militarisme et du nationalisme se retrouvent dès le début de l'ère Meiji. Cependant, c'est durant l'entre-deux-guerres qu'ils fleurissent véritablement, entraînant la militarisation de la société japonaise. En s'appuyant sur le culte impérial, l'État japonais exige une fidélité absolue. Les Japonais doivent être capables de mourir pour l'empereur et leur patrie. Les vieux bushi de l'époque médiévale sont exhumés afin de devenir des modèles qui sont encensés dans les manuels scolaires. Les défunts samouraïs qui ne représentent plus aucune menace pour le pouvoir deviennent le terreau des valeurs nippones. L'antiquité japonaise est d'autant plus rejetée qu'elle est étroitement liée à la Chine, le nouvel adversaire. Les samouraïs deviennent dès lors la vraie culture nippone. En valorisant la prétendue philosophie de ces combattants, le pouvoir voulait inspirer une loyauté absolue envers l'empereur et la hiérarchie militaire. Et nous l'avons vu ensemble, les samouraïs n'avaient rien du guerrier indéfectiblement fidèle, encore moins envers un empereur qui n'était pour eux qu'un pantin. Par exemple, il est ironique de voir que le pouvoir utilise abondamment Hagakure pour promouvoir la dévotion envers l'empereur, alors que ce dernier n'est jamais évoqué dans le livre. De même, les soldats japonais n'étaient en aucun cas différents de leurs homologues européens. Ils recevaient des ordres d'une structure bureaucratique moderne et étaient sommés d'exécuter des ordres sous la contrainte d'officiers qui les envoyaient se sacrifier. Et même les officiers n'obéissaient pas aux valeurs de loyauté, d'honneur et de discipline dont ils se revendiquaient. La prise de contrôle de la Mandchourie en 1932 fait suite à un enchaînement de complots et de décisions prises par des officiers ultranationalistes contre l'avis de l'état-major japonais. Ces jeunes officiers ne cessèrent durant toute l'entre-deux-guerres de forcer les décisions politiques et de s'immiscer dans la politique en bafouant leur rôle et leur hiérarchie. De même, lors des derniers combats en Mandchourie en août 1945, une fois les officiers en désertion, les soldats japonais acceptèrent par centaines de milliers de se rendre à l'armée rouge. Le Bushido, s'il eut une existence dans le discours, ne fut pas suivi en actes. Cependant, notons qu'après-guerre, des militants de gauche ont aussi repris leur histoire pour dévoiler d'autres facettes du samouraï. C'est le cas de Kurosawa, lui-même petit-fils de samouraï, qui fait de certains d'entre eux des chevaliers se battant pour les classes laborieuses, et qui se sert de cette même figure pour faire passer ses idées antimilitaristes. Ces films sont remarquables car il arrive à proposer des scènes de guerre somptueuses tout en faisant ressentir l'horreur de la guerre. Et si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de jeter un œil à cette vidéo. Notons quand même que si le samouraï peut être un objet culturel partagé, le Bushido, lui, est pour des millions de Chinois et de Coréens douloureusement associé aux massacres et autres crimes qui ont été commis par les soldats japonais durant la guerre. Loin de la discipline collective du Japon moderne, le samouraï est, dès le début de son histoire, un guerrier indépendant, en quête de gloire personnelle. Julien Pelletier le désigne même comme un héros de l'individualisme. À travers son histoire, nous avons pu parcourir brièvement l'histoire du Japon, des balbutiements de l'époque médiévale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Au vu de la période balayée, il est logique que quelques simplifications ont été nécessaires. Car ce qui m'a véritablement intéressé dans l'histoire des samouraïs, c'est la manière dont le discours fantasmé s'est construit et s'est modifié au cours du temps pour s'adapter aux évolutions de la société. Les samouraïs sont un exemple du pouvoir de l'imaginaire, du discours sur la réalité. Démystifier le mythe des samouraïs, c'est aussi une manière de dévoiler la permanence des projections contemporaines sur l'histoire. Parce que vous vous en doutez, la comédie du Bushido n'a pas cessé. Le Japon, gouverné par une droite bien traditionnaliste, continue de puiser dans le discours du retour à la tradition. En élargissant notre focale, on peut observer que les traditions inventées sont courantes dans toutes les sociétés. Observer avec acuité celles des autres permet aussi de se demander où commencent les nôtres. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour objectif de condamner toutes les utilisations de mythes, mais simplement de pointer du doigt que ce sont justement des mythes fabriqués, et non pas les vérités ancestrales et immuables sur lesquelles les politiques fabriquent leurs projets.